Hack-schooling. La nouvelle école buissonnière. L'humain est né conforme, mais conforme à l'humanité. Or, l'humanité n'est pas une création humaine, au contraire de la conformité scolaire, économique ou politique. Mettre une création non humaine que nous ne maîtrisons pas à la norme, à la forme d'une chose humaine, que nous maîtrisons mais qui est infiniment plus rudimentaire, c'est un acte perdant en soi. Nous l'avons vu le siècle dernier en demandant à la nature de produire comme nos usines, alors que c'est à nos usines de produire comme la nature. La soumission de l'humanité à la conformité, forcée de surcroît, me rappelle la fable soufie de l'aigle et de la vieille femme. Un aigle épuisé tombe aux pieds d'une vieille femme qui n'a jamais vu que des pigeons, au point que les pigeons sont les seuls oiseaux qui lui soient familiers. Pleine de pitié, elle recueille l'aigle et lui dit « Tu n'as vraiment pas l'air d'un oiseau ». Elle lui ampute alors une partie du bec, lui taille les serres et lui arrondit les ailes avant de le laisser prendre un envol brinque-ballant. « Va maintenant, tu as vraiment l'air d'un oiseau ». Les bonnes intentions ne suffisent pas quand il s'agit de sculpter le cerveau. Seule la sagesse importe. Le pseudo-pigeon de la fable, qui n'assume pas d'être un aigle et ne sera jamais un pigeon malgré toutes ses souffrances, c'est une production bien trop fréquente de nos systèmes éducatifs. L'humanité est supérieure à la conformité. Et la conformité, qui est une création non humaine, ne peut s'appliquer qu'aux autres créations non humaines, pas à l'homme lui-même. L'homme libéré, c'est l'aigle du conte qui a été élevé parmi les pigeons, mais s'est souvenu qu'il était un aigle, dans un pays où tout ce qui ne ressemble pas à un pigeon sera méprisé. Dans une série d'examens destinés à sélectionner le pigeon le plus conforme, un aigle échouerait lamentablement. Devrait-il s'en vouloir pour autant ? Tous les extraordinaires que j'ai pu rencontrer se sont évidemment opposés à la conformité. Ils n'ont pas essayé d'entrer dans un moule, ils ont été un moule eux-mêmes, ce qui est l'ordre naturel de l'humanité. Nous ne sommes pas là pour nous conformer à une empreinte, mais pour laisser la nôtre. Aucun de ces personnages n'était du genre à rester à sa place, sauf si c'était une place qu'il s'était définie lui-même et pour un temps seulement. Tous étaient devenus autonomes dans leur soif d'apprentissage. Un reproche immense que j'ai à faire à la plupart des écoles que j'ai fréquentées, c'est qu'elles n'hésitent pas à troquer l'émerveillement contre la conformité. C'est pour cela que la vulgarisation scientifique, dont le but premier est l'émerveillement, est encore si méprisée en France par les gens conformés. Émerveillement contre conformité. Cet échange est une très mauvaise affaire. L'émerveillement est le moteur de l'apprentissage et de la découverte. L'échanger contre les examens, c'est échanger un moteur contre une carrosserie. Paolo Lugari a su résumer cette question en une phrase. Il vaut mieux un débutant enthousiaste qu'un prix Nobel déprimé. Combien d'élèves entrent à l'école avec de l'enthousiasme et peu de savoir-faire, et en sortent avec un peu de savoir-faire et plus aucun enthousiasme. C'est pourtant l'enthousiasme qui motive le savoir-faire, pas l'inverse. L'expert, l'extraordinaire, fait toujours preuve d'une pratique délibérée dans le domaine qui fait son expertise. Il se met au travail tout seul, selon une dynamique opposée à celle de notre école. Tel fut le cas de Taylor Wilson, né en 1994, qui, à l'âge de 14 ans, réalisa dans le garage de ses parents une fusion nucléaire deutérium-deutérium dans un fuseur de Farnsworth de sa propre fabrication. À ses 18 ans, Barack Obama lui confia l'accès professionnel à un laboratoire dans le Nevada. Vous ne verrez jamais cela en France. Et il reçut la même année une bourse Thiel, spécialement conçue pour convaincre les jeunes talents de quitter leurs études afin de créer une entreprise. C'est probablement la première fois que l'on crée une bourse, non pas pour rester à l'école, mais pour en sortir. Jack Andraka, né en 1997, a prototypé une nouvelle méthode de diagnostic rapide du cancer du pancréas. Esther O'Cady, née en 2005, a été admise à 10 ans à l'Open University, en licence de mathématiques. À l'âge de 16 ans, Grace Bush a terminé la même année son lycée et une licence de droit avec mineur en espagnol, South Florida University. En France, Arthur Ramiandrisoa, né en 1978, a été le plus jeune bachelier que la France ait connu. Il avait 11 ans et 11 mois et n'avait reçu aucune éducation formelle. D'où le titre
de son autobiographie « Mon école buissonnière ». La France a-t-elle pris la mesure de l'expérience de Rami Andrisoa pour réformer son école? Bien sûr que non. Cela n'entrait pas dans ces cases. Prenons le cas de Logan Laplante, dont la vidéo TEDx « Hack Schooling Makes Me Happy », l'école buissonnière me rend heureux, a déjà fait le tour du monde. Le hack schooling désigne une école buissonnière 2.0, incluant les nouvelles technologies et la mise en réseau. Pour une présentation qu'il a réalisée à l'âge de 13 ans, Laplante cumule plus de 9 millions de vues aujourd'hui. Il est aux États-Unis ce que Rami Andrisoa est à la France, et les conférences TEDx ont encore en réserve des tas de prodiges de sa trempe comme Kate Simons ou Thomas Suarez. Ces gens-là me font penser que nous sommes tous des prodiges en puissance, pour peu que nous soyons tombés amoureux d'une connaissance, d'une activité qui suscite en nous une pratique délibérée, acharnée et inspirée. Car il n'y a pas d'excellence sans amour, et l'école n'a jamais eu, le monopole de l'excellence. Le homeschooling systématique reste à inventer. Et c'est ce que propose Laplante en décrivant le concept. En homeschooling, il n'y a pas de notes. Et de fait, quels parents vont noter leurs enfants? On fait noter sa progéniture pour ne pas avoir à s'occuper soi-même de son éducation, c'est tout. Il n'y a pas non plus de programme, de sorte que l'on explore le savoir selon son désir, en le développant perpétuellement plutôt qu'en l'éteignant. Car l'enfant n'est pas un vase qu'on remplit, mais un feu qu'on allume. Une sapience totalement oubliée dans l'école d'aujourd'hui. L'heure n'est plus à l'éducation de stock, mais à l'éducation de flux. C'est à la dynamique d'apprentissage qu'il faut s'intéresser, pas au stock de savoir. Il faut rendre nos enfants gourmands de savoir. Cela tombe bien, ils le sont naturellement à la naissance. Pour réaliser le hack schooling, à l'échelle mondiale, je ne connais pas de meilleur moyen que la méthode essai-erreur. Il faut expérimenter de nouvelles pratiques pédagogiques autour notamment de ce que le psychologue Stanislas Dehaene a appelé les 4 piliers de l'apprentissage. L'attention, l'engagement actif, le retour d'information, la consolidation. Et c'est précisément, nous le verrons, sur ces 4 éléments que les jeux vidéo se révèlent de redoutables technologies de neuroergonomie. Ils captivent et canalisent l'attention, ils suscitent un engagement actif, une pratique délibérée, ils encouragent l'essai-erreur avec pénalité et récompense, mais sans peur et sans humiliation, bien qu'ils notent davantage, plus souvent et plus intensément que l'école. Ils consolident les acquis en allant crescendo dans les compétences de jeu. Toute école trop arrogante pour apprendre d'eux se condamne à la décrépitude dans un monde où les flux de connaissances explosent. L'idée du hack schooling, c'est précisément de faire dialoguer avec l'école cette culture du garage de la Silicon Valley, du Fab Lab. Les multinationales sont capables de recréer un supermarché entier dans un entrepôt pour étudier les comportements d'achat et innover dans la façon de vendre leurs produits. Apple ou Starbucks ont des magasins pilotes dans d'immenses hangars qu'ils consacrent à l'innovation d'usage. Si nous sommes trop dogmatiques pour butiner les meilleures pratiques où qu'elles se trouvent, nous ne ferons jamais évoluer l'école. Ces Fab Schools du futur devraient se construire comme des écoles pilotes, où l'on expérimenterait de nouvelles pratiques éducatives avec liberté absolue du professeur, le tout accompagné d'un wiki où les enseignants partageraient entre eux leurs méthodes jusqu'à ce que les plus efficaces émergent. C'est cela, l'éducation basée sur l'épreuve, sur l'expérience directe. Et c'est le contraire d'une éducation stérilisée qui annonce des p-values incantatoires. Dans un monde en réseau horizontal, éclectique et évolutif, notre éducation est tout en hiérarchie, verticale, dogmatique et figée, et c'est pour ça qu'elle est de plus en plus inadaptée. Elle ignore que le pire des risques, c'est encore de ne pas en prendre. Selon Nassim Nicolas Taleb, le rôle de la bureaucratie, c'est de mettre un maximum de distance entre le preneur d'un risque et le receveur de ses conséquences. L'éducation nationale est structurée de cette façon. S'il y a échec scolaire, qui est responsable? Le ministre? Le recteur? Le programme? L'inspection? Le chef d'établissement? Le professeur? Reste un seul coupable possible. L'élève. La meilleure façon de progresser, c'est d'être au contact immédiat des conséquences de ses décisions,
Et c'est exactement le contraire de ce que fait un ministre. Le professeur, lui, est au contact des élèves, et cette responsabilité, il faut la lui reconnaître. Il est le plus à même d'expérimenter des pratiques pédagogiques et d'innover. Il est le seul à qui l'on puisse confier l'innovation pédagogique basée sur l'expérience.